À peine cette année scolaire terminée que se prépare déjà la prochaine. La rentrée devrait se faire de façon échelonnée. Un chronogramme a été élaboré à cet effet et soumis ce matin à l'appréciation des directeurs des académies d'enseignement. Les pêcheurs sénégalais sont aux anges et pour cause. Ils pêchent beaucoup plus de poissons depuis la décision du nouveau gouvernement d'annuler 29 autorisations de pêche octroyées à des chalutiers étrangers. Football, nous revenons ce soir sur le succès inattendu de l'Union sportive de Bougouni, vainqueur de la Coupe du Mali. Une occasion de faire le bilan de cette 52e édition qui a surpris tous les observateurs de notre football. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue à cette édition. Le ministre en charge de l'Éducation a rencontré ce matin les directeurs des académies d'enseignement au centre des échanges, les préparatifs de la rentrée scolaire 2012-2013. Un chronogramme provisoire sera soumis à l'appréciation de l'ensemble des partenaires de l'école avant d'être validé. La rencontre a été suivie par Mohamed Diarra qui nous en dit plus. Pour le gouvernement de transition, pas de temps à perdre. Il faut aller vite et même très vite. Voici le leitmotiv qui a retenti tout au long de cette rencontre entre le ministre Adama Wane et le directeur de l'Académie du Mali. Le menu principal proposé à cet effet est le chronogramme provisoire de la rentrée 2012-2013. J'ai souvent entendu des réponses, c'est la pratique. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. J'accepte tous ces arguments. Je voudrais aussi poser comme... je ne dirais pas préalable, mais comme volonté ferme de changer cette pratique-là, qui consiste réellement à traîner les pas pour l'ouverture, pour des raisons qu'on se veut toujours objectives, mais autrement, et accélérer la rentrée. 2 heures et d'échange à bâton rompu. Chaque directeur a exposé les problèmes spécifiques de sa localité. Ils sont presque identiques. La pléthore dans les classes, l'insuffisance d'enseignants et de mobilier. À ces problèmes s'ajoute l'occupation de certaines écoles par des déplacés des régions du Nord. C'est le cas notamment de Mopti et de Ségou où des sinistrés occupent également des écoles. Des problèmes réels et légitimes, reconnaît le ministre, mais qui ne doivent pas jouer sur le chronogramme provisoire. Si on devrait suivre votre logique, les écoles, on va les ouvrir après le 15 octobre, sinon même peut-être en novembre. S'il faut attendre la fin de la deuxième session, la correction, pour que... Et cette logique-là n'est pas recevable. Donc nous devrons travailler à plusieurs niveaux, plusieurs vitesses. C'est un défi. Nous sommes dans une situation de crise et nous ne pouvons pas travailler comme si nous étions dans une normalité. Le chronogramme provisoire fixe la rentrée au niveau des écoles fondamentales le 24 septembre prochain et le 1er octobre pour les secondaires. Le chronogramme sera soumis à l'appréciation de l'ensemble des acteurs de l'école avant adoption. Nous restons dans le monde scolaire, un peu plus de 49%. C'est le taux de réussite à l'examen du brevet de technicien BT cette année contre un peu plus de 19% pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Ces résultats ont été proclamés en fin de semaine dernière et mettent fin à l'année scolaire 2011-2012. Occasion pour le directeur du Centre national des examens et concours de tirer un bilan sommaire de cette année scolaire, pas comme les autres. Assimi Adama Touré est interrogé par Mohamed Diarra. Au niveau du BT et du CAP, c'est l'ancien système. C'est la moyenne de classe qui est prise pour 1/3 et la moyenne d'examen pour 2/3. Donc vous avez la moyenne d'examen multipliée par 2 plus la moyenne de classe ou la moyenne annuelle divisée par 3, ça vous donne 10 comme moyenne d'admission. Donc la moyenne de classe garde encore une importance assez notoire et qui peut encore favoriser les candidats au CAP et au BT. Ce qui fait qu'il y a une légère différence entre les résultats du CAP, du BT et ceux du DF et du BAC. Dans l'ensemble, quel bilan vous tirez? Bon, dans l'ensemble, je dirais que sur le plan des effectifs, des candidats admis, le pourcentage et surtout les métiers dont le pays a besoin sont en cours.
Et je pense bien que ça va se dérouler au mois d'octobre conformément aux prévisions du département. Voilà, à l'instant, le directeur du Centre national des examens et concours. Des réactions continuent de parvenir à notre rédaction suite à la formation du gouvernement d'union nationale. Ainsi, le Parti africain pour le développement et l'intégration PADI et le Congrès national d'initiative démocratique SNID Faso Yiriwaton se réjouissent de la formation du gouvernement et félicitent l'ensemble des forces vives de la nation pour avoir placé le Mali au-dessus de tout. Les deux partis se disent disposés à accompagner le gouvernement. Le SNID Faso Yiriwaton se félicite aussi particulièrement de la création d'un ministère en charge des affaires religieuses et du culte qui figure dans son programme depuis 20 ans et qui a été constamment défendu par son président, Maître Muntaga Tall. Une stratégie de développement de l'agglomération de Bamako sera présentée à Dakar en décembre prochain. Ce sera l'occasion de l'organisation d'une session spéciale d'Africité 2012 qui aura pour thème « Construire l'Afrique à partir de ses territoires ». Le sujet était au centre d'une rencontre entre les responsables de la mairie du district et leurs partenaires. C'était ce matin le compte-rendu de Nando Dambeli. Notre pays, à travers le district de Bamako, est sollicité par cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour animer une session spéciale lors du 6e sommet d'Africité qui se tiendra du 4 au 8 décembre 2012 à Dakar au Sénégal. En vue d'une meilleure représentativité, les responsables de la mairie du district ont élaboré une stratégie de développement de l'agglomération de Bamako. La rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif essentiel d'informer tous les acteurs sur la conception de cette stratégie. Consciente des enjeux auxquels se trouve confrontée et les atouts dont elle dispose aujourd'hui, la mairie du district de Bamako a jugé utile de saisir cette opportunité et envisage d'y participer activement. En mettant en œuvre la stratégie de développement des villes du Mali en 2009 par les propositions du 4e projet urbain, l'État met les élus des grandes villes en face d'une responsabilité qui est celle de relever le défi du développement urbain de demain. L'espace du donner et du recevoir, il suscite toute la satisfaction des autorités maliennes. Je suis donc particulièrement satisfait de voir que les collectivités du Mali, à travers la mairie du district de Bamako, prennent l'initiative de préparer une contribution de qualité de notre pays à ces grands rendez-vous du développement. Le 6e sommet d'Africité prévu du 4 au 8 décembre 2012 à Dakar regroupera environ 5000 participants et 200 exposants autour du thème « Construire l'Afrique à partir de ses territoires ». Quel défi pour les collectivités locales? À Dakar, il s'agit pour nos représentants de positionner et promouvoir Bamako dans l'espace ouest africain et de mettre en valeur ce que la ville a à offrir dans un contexte de développement urbain de l'Afrique. Nous restons à la mairie du district de Bamako où s'est tenue une autre rencontre, c'était toujours ce matin, entre les commerçants du marché de Médine et les responsables de la mairie du district de Bamako. Le compte-rendu est de Nando Dambélé. Les commerçants du marché de Médine se disent engagés à prendre en main le processus d'assainissement des lieux. L'insalubrité dans les marchés constitue un véritable casse-tête dans le district de Bamako. Le cas du marché de Médine est encore pire. C'est conscient de cette situation que les commerçants y opérant en collaboration avec les services techniques de la mairie et de la direction régionale de la voirie du district ont décidé de prendre le taureau par les cornes. La réunion de ce matin, c'était effectivement au sujet du marché de Médine. Comment désormais vraiment arriver à assainir ce marché. Nous avons eu des échanges et je crois que la rencontre a été très utile. Ça a été un rendez-vous de donner et de recevoir puisque nous avons eu déjà quelques-uns qui ont une grande expérience en la matière, qui ont eu à intervenir et qui ont fait de belles contributions. Et je crois que ce matin nous nous sommes quittés et chacun a eu pour son compte. À l'issue de la rencontre, les commerçants ont décidé de dépasser toute considération pour faire de leur initiative une véritable réussite.
Une session de formation d'une semaine vient de s'ouvrir pour doter les greffiers en chef et greffiers de la juridiction financière de compétences et d'expertise pour une meilleure distribution de la justice. Une session ouverte par le président de la Cour suprême du Mali. Les deux formateurs dépêchés par l'UEMOA à Bamako sont originaires du Bénin. Compte rendu de Moïse Traoré. Le fonctionnement de la Cour suprême, juridiction financière, repose essentiellement sur la production des comptes aux juges. Cette production des comptes, qui doit s'effectuer par l'intermédiaire du greffe de la juridiction, nécessite d'être aménagée. D'où l'importance du rôle du greffe dans l'architecture de la juridiction financière et la nécessité de remettre à jour ses connaissances pour un meilleur accomplissement de sa mission. La session d'une semaine a pour thème organisation et fonctionnement d'un greffe. Les enseignements sont dispensés par deux spécialistes béninois dépêchés par l'UEMOA. Au Mali, les greffiers ont besoin, en ce qui concerne la section des comptes, comment même recevoir les comptes. Parce qu'en recevant les comptes, il doit faire la mise en état. Il doit prendre les comptes en état d'examen. C'est-à-dire les comptes qui doivent parvenir à la session des comptes doivent être en état d'examen. Si les comptes ne sont pas en état d'examen, le greffier est en mesure de les faire retourner. Deuxièmement, le greffier, c'est lui qui doit couvrir les audiences de la section des comptes. C'est une audience comme les audiences ordinaires, mais à la particularité que tout est écrit chez nous. C'est qu'à saluer déjà de l'UEMOA et Mme Edith est au niveau de la Cour suprême du Bénin. Donc c'est des spécialistes en la matière. Donc on a préféré ça aussi. Mieux vaut avoir un produit à côté. Bon, donc, les Béninois, on a le même système, on est au sein de l'UEMOA, donc il n'y aura pas tellement de déphasage. Donc, ce qu'ils sont en train d'appliquer, c'est ce qu'ils vont nous apprendre. On a à peu près les mêmes textes, les textes de l'UEMOA. Donc, c'est ce qui fait qu'on a eu recours à l'UEMOA pour que nos greffiers aient une base, même que les autres pays de la sous-région. Une dizaine de greffiers en chef et de greffiers prennent part à la formation qui a le soutien financier de la cellule d'appui à la réforme des finances publiques, CARFIP. Actualité sur le continent avec tout d'abord les brèves. Première étape, la Côte d'Ivoire avec les arrestations de deux maillons forts du parti de Laurent Gbagbo. Le FPI de Laurent Gbagbo a été décapité. Laurent Hakoun, son secrétaire général et porte-parole, a été interpellé dimanche par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de l'ancien président, Justin Koné-Katinan, en exil au Ghana, a lui aussi été arrêté ce week-end. Ces arrestations ont eu lieu quelques heures avant le retour du président Ouattara à Abidjan, alors que la situation sécuritaire dans le pays ne cesse de se dégrader. Alors que la direction de la mine de platine de Londmine en Afrique du Sud annonce une timide reprise du travail, des centaines de grévistes poursuivent le mouvement et les manifestations. Le 16 août, 32 mineurs étaient tués par la police, provoquant une réprobation générale à travers le pays. Ce matin, quelques 250 grévistes arrêtés après la fusillade pour actes de violence et meurtre étaient acheminés sous haute surveillance au tribunal pour y être jugés. Devant le drapeau du Moudjahou, groupe islamiste armé qui occupe le Nord Mali, un otage algérien lit un texte. La vidéo, postée sur Internet, a été diffusée par Al Jazeera. Ce salarié du consulat algérien, enlevé avec 6 autres compatriotes à Gao en avril dernier, demande à son gouvernement de lui sauver la vie. Les ravisseurs, alliés d'Al-Qaïda, exigent la libération de 3 djihadistes arrêtés dans le sud algérien. Parlons de la pêche au Sénégal. L'annulation des autorisations aux chalutiers donne ses fruits et seulement 3 mois après la décision prise par le nouveau gouvernement d'annuler 29 autorisations de pêche octroyées à des chalutiers étrangers. L'espoir renaît donc chez les pêcheurs sénégalais qui pêchent déjà beaucoup plus de poissons. Moro Demba a toujours vécu ici, à Kafountine. Jour après jour, il a vu les prises des pêcheurs diminuer. Alors aujourd'hui, devant ces caisses débordantes de poissons, il ne cache pas sa satisfaction. Les pêcheurs de Kafountine commencent à sourire par rapport à les années précédentes.
Nous avons eu des qualités de poissons qu'on n'en a jamais vues. Par exemple, on a eu beaucoup d'espadons à Kafountine, ce qui est rare. Il ne s'agit pas d'une pêche miraculeuse, mais bien d'un tournant dans la gestion de la pêche au Sénégal, un secteur majeur de l'économie du pays. La pêche fait travailler plus de 600 000 personnes. Le poisson reste l'une des principales sources de protéines de la population, qui elle aussi constate un net changement. Avant, c'était très difficile d'avoir du poisson. Vous pouviez attendre pendant des heures. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Dès que vous arrivez, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ce n'est pas que les stocks de poissons se soient brusquement reconstitués, mais depuis le mois de mai, le gouvernement sénégalais a annulé les autorisations de pêche octroyées à 29 chalutiers pélagiques étrangers. Des licences qui, depuis des décennies, constituent une véritable manne pour les gouvernements ouest-africains, au détriment des pêcheurs locaux, victimes de la surpêche pratiquée par ces bateaux venus d'Europe ou d'Asie. En pleine campagne présidentielle, Macky Sall avait publiquement déclaré qu'une fois élu, il mettrait fin à la surexploitation des eaux sénégalaises. L'organisation Greenpeace, qui avait activement œuvré en ce sens, espère maintenant que la décision du Sénégal fera école. C'est une première étape, mais une bonne quand même. Mais les ressources sont migratoires. Les poissons ne connaissent pas les limites. Nous pensons que le gouvernement sénégalais devrait prendre le lead. Il est maintenant le meilleur élève. Ce mieux que ce que les Sénégal fait plutôt, soit suivi dans le pays de la sous-région pour que la gestion soit régionale. Limiter les navires industriels, favoriser une pêche locale plus responsable, le seul moyen pour les pêcheurs de Kafountine ou d'ailleurs de préserver les ressources marines et d'assurer la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'Afrique de l'Ouest. Aux États-Unis, depuis hier dimanche, la Floride se prépare à affronter la tempête tropicale Isaac. Mais les républicains ne se laissent pas distraire par ces aléas climatiques et s'apprêtent à investir demain mardi leur candidat Mitt Romney qui sera face à Barack Obama lors de la prochaine présidentielle prévue en novembre. Un invité surprise a décidé de gâcher la fête des républicains en Floride. Alors que Mitt Romney devait être sacré dans la journée à Tampa, la tempête Isaac est venue chambouler la cérémonie. Toutefois, l'hôte indésirable n'a pas su entamer le moral des troupes républicaines. Nous sommes très confiants et persuadés que mardi, nous serons en pleine forme pour démarrer la convention. Les gens sont venus jusqu'ici pour désigner Mitt Romney et Paul Ryan et les porter au pouvoir contre Obama pour gagner en novembre. La convention des Républicains est un événement très attendu pour le parti, un temps fort de la campagne. L'événement doit améliorer l'image du candidat à la présidentielle, toujours derrière Barack Obama selon les sondages. Un vaste programme pour le parti qui essuie polémique sur polémique depuis son virage à droite. Le défi à présent est de trouver la façon de coordonner toutes ces délégations, les officiels, et de les nommer au milieu de tout ce chaos. Alors que les préparatifs de la convention touchent à leur fin, dans les rues, de nombreuses personnes sont venues manifester leur opposition au rassemblement. Nous sommes ici pour manifester contre l'intention de Romney de soutenir des mesures économiques en faveur des plus riches, d'être le candidat des 1% de privilégiés qui, pour nous, ne sont pas des créateurs d'emplois, mais plutôt des parasites. C'est sur l'économie, souci numéro 1 des Américains, que Mitt Romney, le millionnaire, va devoir convaincre ces prochains jours, si Isaac le veut bien. Retour à l'actualité nationale. Le bureau du syndicat national des travailleurs des hôpitaux et des structures de santé décide de lever son mot d'ordre de grève suite à un accord avec la commission de conciliation. La déclaration de suspension de grève de 72 heures est lue ici par le secrétaire aux revendications, Sidi Koulibaly. Ses propos sont recueillis par Mamourou Sidibé. Suite aux différentes rencontres entre le syndicat et la commission de conciliation, les 5 points de négociation objet des préavis de grève ont été acceptés. La commission de conciliation constate qu'il y a un accord des parties sur l'ensemble des points du préavis de grève. En conséquence, le comité syndical décide de lever son mot d'ordre de grève, fait à Bamako le 24 août 2012. Ont signé pour la commission de conciliation
le président, professeur Bokar Sall, le rapporteur de la commission de conciliation, Dr Cheikh René Sidibé, le ministère de la Santé, M. Abdoulaye Chaba Sangaré. Pour le CHU du Point G, le directeur, Dr Charles Faux, le secrétaire général du comité du syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures de santé Sinatras du Point G, Mambi Keita. Actualité régionale, à Ségou, la jeunesse du quartier de Dar Salam se mobilise pour curer les caniveaux du quartier. Cette journée citoyenne a pour but d'éviter les inondations dans le quartier qui sont de plus en plus fréquentes dès qu'il pleut. De Ségou, la correspondance de Fousséni Samaki. Cette journée de curage des caniveaux organisée par les jeunes volontaires du quartier Dar Salam Ségou a pour objectif débarrasser les collecteurs principaux et les caniveaux des ordures qui empêchent le drainage normal des eaux de pluie. Toute chose qui devrait éviter les inondations des familles, entraînant les écroulements des maisons, surtout en Banco. Nous avons mené cette action pour que les familles ne soient pas encore inondées. C'est des jeunes volontaires qui font ce travail. Nous avons juste besoin du matériel de travail et nous ferons le reste. Nous voulons épargner seulement notre quartier d'une inondation et nous sommes apolitiques. La salubrité concerne aussi les femmes. Nous accompagnons les hommes car si la famille est endommagée, la femme est la première à souffrir. Donc c'est un devoir de toutes les femmes du quartier. S'il pleut, on ne peut même pas sortir. Malgré leur dévouement, ces jeunes manquent de moyens pour évacuer ces tas d'ordures. À Dar Salam, le problème est crucial. À la moindre précipitation, tout le quartier est inondé. Évidemment, devant une carence, comme on peut le dire, de la mairie, qui n'a même pas voulu les recevoir, ils ont pris l'initiative de faire eux-mêmes le travail. C'est pour, évidemment, ne pas être dans les eaux à la moindre précipitation. Presque tout le quartier est là pour soutenir l'action. La jeunesse de Dar Salam compte mener d'autres actions de ce genre pour assainir leur quartier. Belle initiative. Parlons sport, football. La 30e et dernière journée consacrant la fin de la saison a démarré hier. 2 matchs se sont joués au stade Modibo Keïta. L'AS Police faisait ses adieux à la Ligue 1 en dominant le CSK 4-0. Le stade malien de Bamako, de son côté, a dicté sa loi au CS Dourou-Wolonfila 3-0. Siragato Sissé nous résume les 2 rencontres. Terminer la saison 2011-2012 sur une belle note, telle est la volonté affichée par le stade malien de Bamako et le CS Dourou-Wolonfila pour cette 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 1. Les 2 équipes n'ont rien à perdre dans cette opposition. Celle-ci sert d'ailleurs de mise en jambe pour le stade malien de Bamako en vue de son match de Coupe de la Confédération le week-end prochain contre les Congolais de l'AS Léopard. La machine stadiste tourne à plein régime. Moussa Diango Koulibaly, 8e minute. Ousmane Cissé, 20e minute pour son 20e but de la saison. Et Bakary Dembélé, en toute fin de partie, ont montré une leçon de réalisme au CS Dourou-Wolonfila. Le stade malien de Bamako a un match à disputer le 4 septembre contre les 11 créateurs de Nyarela. C'est au compte de la 29e journée en retard. Pour son ultime apparition de la saison dans l'élite, l'AS Police est reléguée à administrer une sévère punition au CSK. À la mi-temps, les policiers mènent 2-0 grâce à Ismaïla Kamara, 10e minute, et Mamadou Sidibé, 45e minute. Juste avant la seconde période, le stade Modibo Keïta plonge dans le noir durant 40 longues minutes. Le match peut alors redémarrer. Surprise, la pluie s'invite au débat. Le CSK prend une douche froide. Moriba Bagayogo, 61e minute, et Moussa Diarra dans le temps additionnel poignarde le CSK. L'AS Police boucle l'exercice 2011-2012 malgré tout en triomphe. Score final 4-0. Après 2 années passées en première division, l'AS Police défendra son honneur cette fois en division inférieure.
Toujours en football, le samedi dernier, l'Union sportive de Bougouni a remporté la 52e édition de la Coupe du Mali en battant en finale les 11 créateurs de Nyarela. Cette victoire est une première dans notre pays puisque la formation de Bougouni évolue en 2e division. Une victoire qui a surpris tous les observateurs de notre football. Ousmane Dao revient ici sur ce succès inattendu de l'Union sportive de Bougouni. Qui aurait parié un centime sur l'Union sportive de Bougouni au démarrage de la Coupe du Mali? Personne. Pourtant, à l'arrivée, tout le monde sera à l'évidence et tout le monde est d'accord que la meilleure équipe a remporté la Coupe du Mali. Et du coup, le samedi 25 août 2012 restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales de notre football puisque l'Union sportive de Bougouni a remporté la Coupe du Mali 2012, 52e édition. De mémoire d'observateur, c'est la première fois qu'une équipe de cercle soulève la Coupe du Mali. Certains diront que le Sigideka a réalisé pareil exploit en 1987, mais il y a une différence car le Sigi c'est la région de Kaï et Bougouni est un cercle de la 3e région Sikasso. Et puis l'Union sportive de Bougouni évolue en 2e division contrairement au Sigideka en 1987. Donc on peut dire sans risque de se tromper que cette victoire est une première au Mali. Pour l'une des rares fois, on a vécu au Mali la beauté et le charme d'une coupe nationale, une petite formation issue de nulle part qui terrasse les grandes formations avec son enthousiasme et sa naïveté pour s'imposer au finish en déjouant tous les pronostics. Le rêve de l'Union sportive de Bougouni a commencé avec l'élimination du stade malien de Sikasso, ensuite les ambassadeurs de Kouchala, après le Nianad Koulikoro, le Soobé et enfin les 11 créateurs de Nyarela. De cette victoire de l'Union sportive de Bougouni, il y a des choses à retenir qui doivent servir d'exemple. Tout d'abord, l'union, parce que cette équipe est née de la fusion de 3 formations de la ville. Ensuite, la solidarité et la cohésion, puisque tout au long de ce parcours, tout le monde autour de cette équipe a regardé dans la même direction pour un objectif commun, la conquête de la Coupe du Mali. Des vertus rares aujourd'hui dans beaucoup de formations dans notre pays où l'on constate des scissions de tous bords pour rien au nom des intérêts antagonistes pour des problèmes de leadership au sein des bureaux de ces formations. Pour Bougouni, maintenant, le plus difficile reste à venir car le club représentera le Mali à la prochaine Coupe de la Confédération et cette union doit toujours prévaloir pour au moins faire un parcours honorable et on espère que cette Coupe du Mali consolide davantage les liens de l'équipe et que ça ne soit pas source de division car s'il y a victoire, on voit tout le monde réclamer la paternité. En attendant, l'Union sportive de Bougouni peut bel et bien fêter sa Coupe du Mali car elle la mérite amplement. Encore une fois, bravo à l'US Bougouni. La chronique santé du jour s'intéresse à l'Institut national de recherche en sciences de la santé, une fusion de 3 écoles de santé publique qui forment les paramédicaux et qui gèrent l'organisation des examens de toutes les écoles de santé du Mali. Nous vous invitons à la redécouverte de cet institut logé au flanc de la colline à Tomikorobougou. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli. Avant 2004, on parlait d'école secondaire de la santé ESS. Aujourd'hui, c'est l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Et résultat de la fusion entre l'école des infirmiers du premier cycle du point G, l'école secondaire ESS et le centre de spécialisation des techniciens supérieurs de la santé. L'emplacement choisi est celui de l'ESS, tout un domaine derrière ce portail où 1332 élèves et étudiants apprennent les sciences de la santé. Les sciences de la santé regroupent pour nous ici toutes les sciences infirmières. Il y a des infirmiers diplômés d'État, il y a des sages-femmes, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des hygiénistes d'assainissement, il y a des techniciens supérieurs dans un cycle qu'on appelle assistants médicaux, où on forme des spécialités médicales pour le bloc opératoire, pour l'anesthésie-réanimation, pour la santé publique, la gestion des services de santé, la pédagogie, etc. L'objectif premier de cet institut est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de participer à la recherche et de donner son expertise dans les domaines de la formation et de la recherche. De 18 filières de formation aujourd'hui, l'INFSS compte passer à 15 dès la rentrée scolaire prochaine, 15 filières qui seront ouvertes aux bacheliers et aux professionnels. Nous formons des sages-femmes, des infirmiers d'État, des techniciens supérieurs hygiène assainissement, biologie médicale, odontostomato, ORL,
ophtalmo. Au niveau du cycle des assistants médicaux, ce sont les techniciens supérieurs là, qui vont travailler sur le terrain pendant 3 ans, qui peuvent rentrer ici soit par voie de concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau du cycle des assistants médicaux. Dans le domaine de la formation en santé, la qualité est un élément très recherché. À l'INFSS, la formation comprend la théorie sur place, l'apprentissage des gestes sur place et la pratique dans les structures de santé. Donc nos étudiants ici ont des travaux pratiques, qu'ils soient en sciences infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils ont des techniques, n'est-ce pas, qui sont validées ici par leurs moniteurs avant d'aller sur le terrain. Ceux qui sont au laboratoire également, il y a un laboratoire avec des techniques qui se font également au niveau du laboratoire pour comprendre un peu comment on fait les prélèvements, comment on fait les étalements, comment on fait la lecture, etc. Donc cet apprentissage est fait aussi bien par nos enseignants permanents de l'Institut que par des enseignants vacataires qui viennent d'autres structures pour venir, n'est-ce pas, dispenser des cours au niveau de l'Institut. Nos étudiants ont obligatoirement des stages à faire dans les structures de santé, qu'il s'agisse des centres de santé de référence, dans les CESCOM, dans les hôpitaux universitaires, n'est-ce pas, nous avons des étudiants qui doivent valider un certain nombre d'heures de stage sur les lieux de stage. Les majors de ces différents services, les chefs d'unité, sont là pour les encadrer et nous avons nos départements d'ici avec les enseignants permanents d'ici également qui vont faire le relais pour faire le suivi de ces étudiants au niveau de ces différentes structures. À l'INFSS, la réforme continue avec le système LMD licence master doctorat. Les programmes sont harmonisés avec ceux des autres pays de la CEDEAO et les sortants de cette école ont une grande possibilité d'emploi. Ils peuvent travailler à n'importe quel niveau de la pyramide sanitaire, à commencer par le CESCOM, le CCRF et l'hôpital. Ceux qui font la maçonnerie, ça c'est par rapport à l'hygiène-assainissement. C'est la filière hygiène-assainissement. Eux aussi, ils peuvent travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et c'est vraiment une filière très très importante, mais qui est malheureusement méconnue. C'est une filière qui s'occupe de tout ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, la gestion des déchets biomédicaux qui posent problème aujourd'hui. Ceux qui sont biologie médicale, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment le laboratoire. Donc, ils peuvent travailler au niveau de la santé, ils peuvent même travailler au niveau des industries, au niveau des usines. L'Institut national de formation en sciences de la santé dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour le confort de ses étudiants. Sa réputation lui a déjà valu d'accueillir des étudiants du Gabon, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique et d'autres pays de la zone ouest africaine. En plus de Bamako, 4 de ses annexes à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti forment dans les mêmes filières. L'INFSS pilote également l'organisation des examens de fin d'année pour toutes les écoles de santé du Mali. Et c'est tristement que nous allons refermer ce journal. Le fonctionnaire international à la retraite Mamadou Bagayoko n'est plus. Il a été accompagné ce lundi à sa dernière demeure. De nombreux parents, amis et collaborateurs étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Il repose désormais au cimetière d'Amdalaï, Timuro Konaté. Enseignant de formation et administrateur civil à la retraite, Dr Mamadou Bagayoko s'en est allé le samedi soir dernier à la suite d'une courte maladie. On se prépare tous et on s'attend à la mort. Mais que ça arrive de cette façon-là, comme nos ans, ça peut perturber. Et généralement, je crois avoir constaté que pour la plupart d'entre nous qui l'avons vu la veille, l'avant-veille, bien portant, et égal à lui-même, dire qu'il a disparu comme ça, quelque part, ça donne à réfléchir. Né en 1950 à Bamako, Dr Mamadou Bagayoko a effectué de brillantes études au Mali, puis aux États-Unis. Titulaire de nombreux diplômes, dont le doctorat d'État américain en planification, administration et fonction de politique éducative, l'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité. Directeur de l'Office national de la main-d'œuvre, l'actuel ANPE, et directeur exécutif de l'éducation à l'UNICEF, Dr Bagayoko a respectivement servi à N'Djamena au Tchad, à Nairobi au Kenya,
et à Ouagadougou, au pays des hommes intègres, où il fut admis à la retraite avant son retour au Bercaïa. Ses efforts dans le domaine de l'éducation lui ont valu la médaille des chevaliers de l'Ordre national du Burkina Faso. Outre ses activités professionnelles, l'illustre disparu est président fondateur de nombreux mouvements, parmi lesquels l'association Global Mali 2025, une association œuvrant pour le bien-être de la population. Ses parents, amis et collaborateurs retiennent de lui plusieurs qualités. Je suis le directeur du centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture. Alors Bagayogo a pris en charge 100 jeunes filles déshéritées dans mon établissement pendant 3 ans. Mamadou Bagayogo est un ami d'enfance. Depuis qu'il était au lycée, nous avons évolué ensemble. Et ensuite, moi je suis parti aux Nations Unies, à l'UNICEF, il nous a rejoints là-bas. Et depuis, nous avons continué. Une très grande perte pour sa famille d'abord, pour ses amis et même pour le Mali. Mes relations avec Bagayogo ont toujours été très fraternelles parce que je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Et ça m'a fait plaisir, il y a quelques semaines de cela, qu'il soit même venu au bureau pour qu'on échange un peu. Je retiens de l'homme vraiment un homme humble, très sérieux, très discret. Il a été tout pour moi. Arraché à l'affection de tous, Dr Mamadou Bagayogo repose désormais au cimetière d'Amnalaï, laissant derrière lui une veuve et 2 filles inconsolables. Que la terre lui soit légère. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le JT d'information avec Amadou Sankaré. Demain, 10h, Amara Malé Diallo, 13h, Nyanya Alou Traoré. Merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci et à demain.